Ma fiancée m'a accusé d'infidélité pour justifier son départ. En réalité, elle attendait un enfant, de mon propre frère. Je suis un homme de 30 ans. Le soir où elle a dit qu'elle partait parce qu'elle ne supportait plus mes mensonges, j'ai d'abord cru à une scène de jalousie mal digérée. Je ne mentais pas. Je n'avais personne d'autre. Elle, oui. Elle avait une histoire qu'elle n'assumait pas et un ventre qu'elle n'osait pas nommer. Elle s'appelle Claire. Mon frère s'appelle Lucas. Elle m'a accusé pour se sauver. Ils avaient déjà franchi la ligne. On s'était fiancés au printemps, à la mairie du quartier, photo simple, bague modeste, promesse droite. On avait fixé une date, loué une petite salle, réservé un traiteur honnête. J'avançais méthodiquement, avance payée, checklist, appel à l'oncle pour la musique, essayage de costume pris sur un samedi matin. Claire voulait quelque chose d'intime. Elle parlait d'un coin photo avec des polaroïdes et d'un buffet sans chaises assignées. Elle répétait qu'elle voulait un mariage facile à aimer. J'aimais l'idée d'une journée qui n'humilie personne. Les premiers signes n'ont pas été bruyants. Claire était plus fatiguée. Elle disait qu'elle avait trop de travail. Elle refusait le fromage qu'elle adorait d'habitude. Elle notait soudain ses cycles dans un calendrier que je ne connaissais pas. Elle parlait de remettre le sport à plus tard. Je me suis dit qu'elle stressait. J'ai pris davantage de tâches, appels, devis, dépôts. Elle me remerciait d'un air ailleurs. Je ne voyais pas encore la scène derrière la scène. Lucas passait parfois à l'appartement. Il est plus jeune d'1 an, plus sûr de lui, plus léger dans la bouche, plus rapide à flatter. Il posait sa casquette sur la chaise, ouvrait le frigo, posait des blagues, prenait des nouvelles comme on prend des nouvelles pour garder une porte. Claire riait à ses phrases courtes. Je n'y ai pas vu mal au début. Il y avait chez nous un réflexe ancien, c'est la famille. Ce mot-là a couvert beaucoup de manque d'attention. Un soir, Claire a trouvé une excuse étrange, elle m'a reproché d'avoir liké la photo d'une amie de lycée. J'ai dit que c'était un réflexe idiot, pas une intention. Elle a répondu que le problème, ce n'était pas le like, c'était ce que ça disait. Elle m'a dépeint en homme pas prêt, pas clair, toujours ailleurs. Elle parlait vite, comme une actrice mal à l'aise avec un texte imposé. J'ai compris plus tard que cette scène servait d'anticipation, elle posait les jalons d'une rupture où elle aurait le rôle de celle qui quitte pour protéger sa dignité. Les semaines suivantes, elle s'est durcie. Elle comparait nos emplois du temps, mes sorties qui n'existaient pas à ses yeux, mes messages auxquels je répondais trop vite ou pas assez. Elle cherchait la faille. Elle avait besoin d'une faute pour s'innocenter. Moi, je faisais des courses et des tableaux Excel. On avait choisi un appartement trop petit pour 2 et encore plus petit pour 3. Je ne savais pas encore qu'elle prenait ses distances pour une raison qui grossissait en elle. Le basculement est arrivé par un détail sale, une petite boîte jetée au fond de la poubelle, cachée sous les épluchures. J'ai vidé le sac et j'ai vu la bandelette plastique avec 2 traits nets. Test de grossesse positif. J'ai resté planté là, sac ouvert, odeur de marque de café et de savon. Je n'ai pas paniqué. J'ai pensé que la vie venait plus tôt que prévu. J'ai senti de vrais tremblements de joie, et de peur aussi. J'ai remis le test dans la boîte, j'ai nettoyé le plan de travail, j'ai attendu qu'elle rentre. Elle est entrée, fatiguée, téléphone dans la main. Je lui ai dit que j'avais vu. Elle s'est ratatinée sur le canapé, a pris sa tête entre ses mains, et m'a accusé d'avoir fouillé. Elle a dit que je ne la respectais pas. Elle n'a pas prononcé le mot grossesse. Elle a répété qu'elle ne supportait plus ma présence, qu'elle suffoquait, qu'on n'était pas alignés, qu'elle avait besoin de vérité. Le mot vérité m'a brûlé. J'ai proposé qu'on en parle posément. Elle a coupé. Elle a soudain balancé que j'avais quelqu'un, qu'elle le sentait, qu'elle refusait de passer pour une idiote. Elle a posé ses clés sur la table et a dit qu'elle allait dormir chez sa mère. J'ai senti qu'elle fuyait vers un refuge connu où l'on croit au récit qui évite le pire. Elle a ajouté qu'elle se ferait suivre, qu'elle prendrait ses décisions seule, qu'elle ne voulait pas d'un homme qui le regarde ailleurs. Elle regardait déjà ailleurs, mais pas au même endroit. Lucas a envoyé un message le lendemain, « Tiens bon, frangin, parfois il faut laisser l'orage passer. » Je lui ai répondu que Claire était enceinte. Il a mis un cœur. Je l'ai trouvé maladroit. Puis il a dit que si c'est le destin, ça s'arrangera. Ce mot-là, destin, m'a paru trop grand pour lui. J'ai commencé à revoir des scènes anciennes avec un autre angle, Claire qui se lève pour répondre à un appel du boulot, Lucas qui sort sur le palier ou pour fumer alors qu'il ne fume pas, des silences soudain trop pleins. Je n'ai pas joué au policier.
J'ai choisi de vérifier ce que je devais. J'ai ouvert mon opérateur, mes relevés d'appel n'avaient rien d'anormal. J'ai regardé le calendrier partagé, Claire y avait des rendez-vous notés équinés aux horaires d'un cabinet de sage-femme près de chez la mère de Lucas. J'ai vérifié par curiosité, le nom de la rue correspondait à l'adresse d'un centre périnatal que j'avais déjà vu sur une affiche. Mon ventre s'est serré. J'ai demandé à Claire si je pouvais l'accompagner à son prochain rendez-vous. Elle a répondu qu'elle préférait y aller seule, qu'elle avait besoin de se reconnecter à elle-même, qu'elle voulait être sûre. J'ai dit que je respecterais. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai repensé à tous les moments où elle avait cherché chez moi la faute qui la disculperait. On accuse si fort que quand on fuit plus forte encore. Le samedi d'après, j'ai croisé Lucas au parking de la résidence de la mère de Claire. J'étais venu récupérer un document chez le beau-frère de notre voisin. Je ne cherche pas des hasards. Je constate. Lucas a sursauté en me voyant. Il a dit qu'il passait par là. Il n'avait pas d'amis dans cet immeuble, pas d'histoire ici. Il a fait semblant de recevoir un appel et s'est éloigné. J'ai eu envie de le suivre. Je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas basculer dans la chasse. Je voulais une preuve qui ne s'effrite pas entre les doigts. La preuve est venue d'un écran. Claire avait laissé sa tablette chez nous. Elle n'a jamais changé le code. Une notification a clignoté, application d'un laboratoire privé, vos résultats sont disponibles. Je ne pensais pas pouvoir y accéder. L'appli s'est ouverte sans autre mot de passe. Il y avait un dossier avec son nom, bilan de grossesse, dosage HCG, et un deuxième document, coordonnées d'urgence. Le numéro d'urgence n'était pas le mien. Il finissait par 27. Celui de Lucas finit par 27 depuis toujours. Il y avait un champ accompagnant habituel rempli avec un prénom raccourci, Lu. Je n'ai pas tremblé. J'ai ressenti un calme tranchant, celui qu'on a quand le doute se termine. Je n'ai pas explosé. J'ai fait 3 choses simples. J'ai pris en photo l'écran. J'ai vidé le tiroir où j'avais rangé la bague, je l'ai glissé dans son écrin, j'ai fermé. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que Claire m'avait accusé d'infidélité pour partir, et que j'avais la preuve d'une grossesse suivie avec Lucas comme urgence. Ma mère est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit qu'il fallait réfléchir avant de détruire une famille. Elle parlait de famille comme si le fait de prononcer le mot blanchissait le geste. J'ai raccroché. J'ai compris que dans ce genre d'histoire, on perd souvent 2 fois, la personne qu'on aime et l'illusion que sa propre mère prendra votre parti sans comparer les coups. Lucas m'a écrit le soir même. Il a dit qu'il fallait parler entre hommes. Il a ajouté qu'il avait dérapé, que rien n'était calculé, qu'il m'assumait. Il n'a pas écrit le mot pardon. Il a utilisé trop d'auxiliaires. Il m'a demandé qu'on évite de faire un scandale, pour nos parents. Il a répété que la honte publique ne répare rien. Il venait de me demander un cadeau de plus, que je porte son secret pour éviter sa honte. J'ai répondu que Claire déciderait pour le bébé, qu'il n'avait pas besoin de mes conseils, qu'il devait appeler notre père lui-même. Claire est revenue à l'appartement 2 jours plus tard pour prendre des affaires. Elle s'est postée devant la fenêtre, elle a dit que c'était compliqué. Elle a ajouté que ce n'était pas ce qu'elle avait voulu. Elle a essayé de me refaire le coup des likes et des signaux. Je lui ai tendu l'évidence, l'écran capturé, le numéro de Lucas, le champ accompagnant. Elle a baissé la tête, puis elle a tenté un dernier mouvement, elle a dit que j'aurais fait pareil, que personne n'est parfait, que ça aurait pu rester sans conséquences. Elle parlait de conséquences comme d'une météo. Je lui ai répondu simple, je ne suis pas parfait, mais je ne couche pas avec la femme que mon frère va épouser ou que je vais épouser, selon le point de vue. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle avait peur. Elle a glissé qu'elle pensait partir loin. Elle a pris son sac. Elle a dit qu'elle me souhaitait le meilleur. Elle s'est sauvée avec sa phrase comme on se couvre d'un drap trop court. Mon père m'a appelé. Il savait déjà. Lucas avait vendu une version édulcorée, une erreur, un moment. Mon père m'a demandé d'être grand. Il m'a dit que le sang, c'est le sang. Il m'a expliqué que Claire pouvait être pardonnée si je le décidais. Il vivait dans un monde où ceux qui n'ont pas trahi doivent absoudre pour protéger le tableau général. J'ai dit que je n'irais pas au théâtre. Il a soupiré, a dit que je cassais la famille. On accuse toujours celui qui refuse de soutenir le décor. J'ai annulé la salle. J'ai récupéré la compte partielle. J'ai envoyé un message aux proches, mariage annulé, raison personnelle, pas de détails. J'ai bloqué ceux qui voulaient des précisions pour l'excitation.
Je me suis assis sur le bord du lit. J'ai regardé les murs. J'avais mal partout et nulle part. Le silence ronflait. 2 jours après, ma belle-sœur future et nouvelle à la fois, non, je refuse ce mot. La mère de Claire m'a écrit une ligne, elle me demandait d'épargner sa fille, de penser au bébé, de ne pas ruiner des vies par orgueil. J'ai su qu'on commençait à m'attribuer encore un rôle, celui du bourreau si je ne coopérais pas avec leur récit. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus de phrases à prêter. La partie s'arrête le jour où j'ai croisé Lucas et Claire en sortant d'un rendez-vous médical, main dans la main, capuche sur la tête, regard fuyant. Ils allaient devenir parents. Ils avaient choisi l'ombre pour s'y fabriquer des excuses. Moi, j'ai choisi la lumière, j'ai posé la bague dans son écrin sur la table de ma mère, j'ai dit à haute voix que je ne porterais pas le mensonge familial, et je suis rentré chez moi sans détourner la tête dans l'ascenseur. C'était la première décision qui ne cherchait plus à préserver autre chose que ma propre colonne vertébrale. Je n'ai pas rappelé Claire. Je n'ai pas poursuivi Lucas. J'ai corrigé ma vie, geste par geste. J'ai rendu les cadeaux du futur mariage, j'ai annulé les prestataires, j'ai prévenu calmement ceux qui devaient l'être. J'ai cessé d'expliquer. À chaque fois que quelqu'un me demandait ce qui s'est passé, je répondais qu'il y avait des limites et que les miennes n'iraient pas au recyclage pour sauver la réputation de 2 adultes. Ma mère a tenté plusieurs approches. Elle a d'abord demandé le silence pour me protéger de ma colère. Elle a ensuite tenté la compassion stratégique, elle m'a parlé de Claire comme d'une jeune femme perdue, de Lucas comme d'un garçon influençable. Elle a enfin brandi l'argument absolu, le bébé n'a rien demandé. C'est vrai. Le bébé n'a rien demandé. Mais le bébé n'exige pas que j'efface ma dignité. Il exige qu'on arrête de mentir autour de lui. Ce n'est pas la même chose. Mon père a pris une autre ligne. Il a pris rendez-vous chez lui, m'a servi un café, m'a parlé de résilience. Il m'a raconté que dans les familles, ça arrive. Il a cité des exemples vieux comme les murs. Il a minimisé. Il a expliqué qu'il valait mieux garder Lucas près de nous que de le laisser dériver. J'ai compris ce qu'il me demandait, reprendre ma place de fil stable et avaler le morceau pour que le plan de table du dimanche redevienne gérable. Je lui ai dit que je ne battrais pas des mains pour une scène pareille. Il a levé les yeux au ciel. Il a conclu que je dramatisais. Les gens qui n'assument pas leurs responsabilités appellent dramatique toute émotion qui leur rappelle qu'ils ont cassé quelque chose. J'ai posé par écrit mes conditions à ceux qui voulaient apaiser. Elles tenaient en 4 lignes, je ne participerai à aucun repas où on oublie la chronologie, je ne serai pas l'alibi d'une photo de famille propre, je ne parlerai pas contre eux, mais je ne mentirai pas pour eux, je ne veux plus de messages me demandant de protéger l'honneur de personnes qui n'ont pas protégé le mien. Mon père a répondu par un dommage. Ma mère a écrit « Tu nous fais souffrir ». J'ai compris que la souffrance restante venait surtout du fait que je refusais le rôle qu'on m'avait réservé. Lucas a disparu quelques semaines dans un silence lâche. Puis il est revenu avec une proposition, commencée sur de bonnes bases. Il voulait un café entre frères. Il a dit qu'il assumerait l'enfant. Il a glissé qu'il espérait que je pourrais être là. Il voulait que je tende le décor, un oncle compréhensif, un frère digne. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas besoin de moi pour être père, qu'il avait besoin de maturité, pas de ma côte. Il a commencé à me traiter d'orgueilleux. Je lui ai rappelé que l'orgueil, c'était d'imaginer que tout le monde allait recoudre derrière lui pendant qu'il déchirait. Claire m'a envoyé un mail court. Elle disait qu'elle avait mal agi, qu'elle n'avait pas su résister, qu'elle n'avait pas voulu me blesser. Elle me demandait un dernier service, l'autoriser à garder notre appartement 2 mois, le temps de trouver autre chose. J'ai relu 3 fois. Elle me demandait mon toit pour abriter la grossesse issue de ma trahison. Je n'ai pas crié. J'ai répondu simple, elle pouvait récupérer ses affaires, mais l'appartement était la seule chose qui ne m'avait pas trahi, je n'allais pas lui confier la dernière pièce propre de ma vie. Elle a répliqué que j'étais dur. La dureté, c'est parfois juste l'absence d'auto-effacement. Le seul moment où la peau a ressauté, c'est quand l'hôpital a appelé. Le numéro affiché était celui du centre périnatal. Une sage-femme cherchait le contact d'urgence de Claire. J'ai dit que je n'étais plus la bonne personne. Elle a insisté, urgence relative, rien de dramatique, mais besoin d'un proche pour la raccompagner. J'ai hésité une seconde. J'ai pensé au bébé. J'ai accepté d'y aller une fois, avec des règles, pas de scène, pas de discussion, pas d'avenir fabriqué. Claire était pâle, honteuse et droite. Elle a voulu me dire des mots que je n'avais pas envie d'entendre. Je l'ai ramenée chez sa mère sans commentaire. Elle a glissé un merci.
J'ai hoché la tête. Ce trajet a été un dernier service à l'humanité, pas un pont vers hier. À partir de là, j'ai cessé de recevoir leur version. Je n'ai gardé que mes gestes. J'ai repris la course à pied, j'ai déplacé mes meubles, j'ai redéfini mon quotidien sans calendrier de mariage. Un soir, j'ai réouvert le dossier fiançailles dans mon ordinateur. J'ai archivé. J'ai fermé. Je n'ai pas supprimé. Je garde les traces des choses qui ont existé sans me forcer à croire qu'elles étaient bonnes. Le ventre de Claire a commencé à se voir sur les photos que des proches oublient de ne pas m'envoyer. Lucas se montrait à côté, fier avec prudence. Ils avaient trouvé une narration supportable, un amour inattendu. Ils avaient effacé la partie où il était mon frère et elle ma fiancée. Les spectateurs aiment les récits qui ne les obligent pas à choisir un camp trop visible. Je les ai laissés peindre. Je n'étais plus leur cadre. Ma mère a fini par changer de ton. Elle m'a demandé pardon, pas pour la trahison. Pour m'avoir demandé de me taire. Elle a reconnu que son réflexe ancien de tenir le vernis l'avait rendu injuste. Elle a cessé de me presser d'assister au repas. Elle a gardé avec Lucas une relation qui ne m'appartient pas. Je l'ai laissé faire. Chacun son poids. Un matin, mon père m'a envoyé une photo de Lucas portant un petit body sur un sac en papier, les gens de bientôt. Il a écrit qu'il espérait me voir le jour J. Je lui ai répondu que je ne viendrais pas. Il a dit que je louperais quelque chose de beau. J'ai répondu que j'avais déjà loupé quelque chose de beau le jour où mon frère avait posé la main sur ma fiancée. Il a arrêté d'insister. Il préfère croire que je suis borné plutôt que de regarder la ligne qu'il a laissé franchir. La naissance a eu lieu un dimanche. J'ai appris la nouvelle via un message de groupe où tout le monde se félicitait. On m'a tagué. Je n'ai pas répondu. Le bébé n'a rien demandé. Il n'a pas besoin de mon like pour exister. Il aura besoin d'adultes qui ne se servent pas de lui pour se blanchir. Ce n'est pas mon rôle d'assurer ça. Mon rôle, c'est de ne pas me laisser réenrôler par la machine familiale. Quelques semaines plus tard, Lucas m'a demandé de passer voir le petit. Il a dit que ce serait symbolique. Il voulait une photo avec moi pour donner au monde l'image d'une fratrie solide. J'ai décliné. Il a lancé que je laisserais un enfant grandir sans son oncle. Les gens qui posent des bombes adorent parler d'enfants pour exiger qu'on les aide à ramasser les morceaux. Je lui ai répondu qu'il aurait mon aide le jour où il m'appellerait pour apprendre à demander pardon pour de vrai. Il n'a pas rappelé. Ce n'est pas une histoire de tribunal. C'est une histoire d'hygiène. J'ai fixé 3 règles simples et je m'y tiens. Première règle, je ne mens plus jamais pour protéger une trahison. Deuxième, je n'offre plus mon silence pour maintenir le confort de ceux qui m'ont humilié. Troisième, je ne confonds plus la pitié avec l'amour. Ces règles m'évitent de devenir amer. Elles me laissent juste. J'ai aussi appris à parler autrement de moi. Je ne suis pas l'homme trompé. Je suis celui qui a refusé d'être le décor d'une faute maquillée. Je ne suis pas le frère cassé. Je suis celui qui trace une ligne nette entre le lien de sang et la dignité. Je ne suis pas l'ex-fiancé de Claire. Je suis un homme qui se relèvera avec quelqu'un qui ne m'utilisera pas comme alibi. Un soir, ma tante m'a remis une boîte qu'elle gardait pour moi depuis des années, quelques lettres de mon grand-père, une montre à gousset qui fonctionne encore, une photo où mon père est jeune et droit, avant ses concessions. J'ai rangé la montre sur mon étagère. Je me suis promis de régler ma vie comme on remonte une mécanique, régulièrement, sans attendre que tout s'arrête pour mettre un coup de clé. Je n'ai pas fermé mon cœur. Je l'ai retiré des endroits où il servait de caution. Je sors, je travaille, j'apprends à connaître quelqu'un sans brûler les étapes. Je n'ai pas peur d'en parler. Si on me demande ce qui s'est passé, je dis la phrase entière, sans insulte et sans détour. Ma fiancée m'a accusé d'infidélité pour partir, elle était enceinte de mon frère, j'ai annulé le mariage, j'ai gardé ma colonne, je n'ai pas joué au juge, je n'ai pas joué à l'idiot utile. Les gens se taisent après. Certains me respectent plus. D'autres fuient les vérités carrées. Ce n'est pas mon problème. Parfois, je croise Claire de loin, Poussette devant, Lucas à côté. Ils baissent les yeux ou font semblant de ne pas me voir. Je ne cherche pas leur regard. Je ne cherche plus rien chez eux. Je leur souhaite, en silence, de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Et je souhaite aux petits d'avoir des adultes qui disent « j'ai fauté » sans se défausser. Je ne peux pas leur prêter cette phrase. Je peux la vivre chez moi. J'ai écrit 3 lignes sur un papier scotché derrière la porte d'entrée. Elles me servent quand l'ancienne douleur revient soudain,
sans prévenir, je peux aider sans me nier, je peux aimer sans m'abolir, je peux perdre sans me perdre. Ce papier n'est pas une poésie. C'est une vis. La bague est rangée dans un tiroir. Elle ne me brûle plus, elle attend peut-être une autre main. Sinon, elle restera là, témoin d'un moment où j'ai appris la différence entre pardonner et m'effacer. Je n'ai pas cherché la revanche. J'ai choisi la tenue. Et dans ce choix, il y a une paix qu'aucune photo de famille réarrangée ne m'aurait donnée. La paix simple de celui qui marche droit, sans porter sur ses épaules la honte des autres. C'est peu spectaculaire. C'est solide. C'est à moi. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.